Je voudrais tourner un film avec des personnes qui accepteraient de se détacher du sol pendant quelques secondes. Pas vraiment voler, mais être plus léger, se détacher de la terre, se déprendre de soi, s'inventer autrement. Cela se passerait dans un musée, dans un beau musée, dans un musée d'artistes encore vivants. Je commencerai par publier une annonce sur Internet, dans les journaux et dans les bus, pour trouver des personnes différentes. 2 conditions seraient nécessaires. Venir au musée avec une idée pour changer le monde et s'inscrire sur une liste. Dans le hall du musée, je ferai tendre une immense toile imprimée par l'ombre des verrières. Et je poserai une serre pour recevoir les participants. Une serre de petite dimension. Une serre comme une chambre d'enfant. Lui serait le premier à se présenter. Il n'y croirait pas. Mais qu'aurait-il à perdre? Pourquoi n'irait-il pas caresser l'air? Et si l'air était une personne? Il y a tellement de choses à changer sur la Terre. Et bon, je dois continuer comme ça ou... Tout le monde veut changer le monde. Hein. Je crois qu'il faut commencer par changer les mentalités, changer les gens, changer. On doit commencer avec l'école. C'est là qu'on doit commencer à orienter les gens, à leur donner une idée de la vie, une idée des responsabilités et d'aimer la vie. Vous dites, il faut aimer la vie. Alors, si vous aimez la vie, vous, comment vous transmettez à quelqu'un d'autre d'aimer la vie? Bah déjà, il faut avoir le sourire. Donc, c'est communicatif. C'est vrai. Le rire, c'est communicatif. Quand j'étais enfant, ma mère ne cessait de me répéter que le rire est la première arme pour défendre la démocratie. Je pense qu'on devrait tous avoir une petite ardoise qu'on peut effacer, mais aussi garder ce qu'il y a dessus en étant libre de ne pas savoir en fait ce qu'on veut y laisser ou pas. Voilà. Vous pouvez continuer à regarder la caméra. Ce serait quoi pour vous la peur du vide? Celle de se sentir peut-être un peu trop léger. Mais je pense qu'on se sent tout de même, enfin on sent tout de même son poids, on se sent léger mais on ne se sent pas disparaître en fait. Est-ce que vous n'associez pas votre travail à un hobby, en fin de compte? Non. Non? Non. C'est pas votre hobby? Non. Non. Ah, oui. C'est ma raison de vivre. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous essayez de vous concentrer. J'ai besoin que vous mettiez quelqu'un dans votre tête. Quand vous allez monter, ça va se voir sur votre visage. Lâchez votre tête, lâchez. Il faut tout lâcher, là.
Vous parlez de la mort. Il faut ouvrir les yeux. Il faut me sourire. Ça va? C'est bien. Pose-le. Incroyable. Qu'est-ce que vous voyez? Je me vois moi et puis je me regarderai vers le ciel parce que je verrai le ciel dans l'eau. Le ciel bleu avec quelques nuages encore. Et puis je contemplerai les nuages, les formes, les teintes blanches. Et s'il y aura un nuage qui prendrait mon attention, qui serait plus gros, plus dense, et il y aurait du vent, je le suivrai avec mon regard pour revenir dans la rue et puis peut-être le suivre puis si j'ai pas de rendez-vous après. Et comme ça, il y aurait plein de petits points d'accroche visuels où je m'arrêterai pour les contempler. Et ça vous arrive de voir de la beauté dans un visage? Oui, c'est comme si on se vaporisait de parfum. C'est comme un nuage qui vient sur moi et que on sent aussi avec cette personne cette satisfaction et qu'on sent une certaine chaleur en soi-même aussi après. Il faut encore dire quelque chose? Non, je prends un peu de temps. On peut vous monter droite, on peut vous monter sur le dos, sur le ventre. Je vais monter droite. Vous voulez monter droite? Oui. Vos doigts sont très délicats. Votre visage aussi. Il se met avec vos doigts. Avec vos doigts. Avec votre visage. Oui. Et ça part. Et il y a la matière. Et il y a les reflets. Oui. Et c'est très beau. C'est comme un visage que vous touchez. Elle serait là parce que ses parents l'auraient inscrite sur la liste pour son cadeau d'anniversaire. Elle parlerait beaucoup. Elle viendrait du Rwanda. Elle n'aurait pas compris qu'elle pourrait se détacher du sol. De toute façon, elle aurait le vertige et ne serait pas habillée pour ça. Mais bien sûr, si elle pouvait monter avec quelqu'un, elle aurait moins peur. Elle accepterait même de monter avec ce jeune homme qu'elle ne connaît pas. Elle pourrait poser sa tête sur son épaule. Elle lui ferait confiance. Elle demanderait même à remonter toute seule. Et là-haut, elle pousserait un cri immense, un cri qui vide le corps. Puis elle redescendrait et dirait « Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé ici, avec vous, mais aujourd'hui j'ai lâché les morts. » J'ai vécu cette guerre étant enfant. Le souvenir que j'en ai de cette guerre est plutôt un souvenir d'une mère qui souffre, de tous les jours recevoir des coups de fil en lui disant « un tel est mort, ton frère n'est plus là, on a retrouvé un charnier avec tes grands-parents, etc. etc. » C'est une vie qui est là, présente, sans qu'elle se voie. C'est comme ça que je vois l'autre côté. Comme un souffle, en fait. C'est du souffle. Voilà. Comme si quelqu'un vous parle, vous touche, vous le sentez, mais vous ne le voyez pas. C'est tous les morts, là, qui vous accompagnent. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour les aider?
Les laisser partir. Les laisser partir. Il lui parlerait du Moyen-Âge, de félicité, de contemplation, de béatitude, et s'étonnerait à son retour sur le sol de n'atterrir que sur l'un de ses deux genoux. Et cela convoquerait immédiatement l'image du père, mort d'un genou malade. Il repartirait du musée très troublé. Je suis très contente. J'ai Moi l'impression aussi, que je suis ça a été... ravi. Je suis ravi. Ça a l'air. Des fois, quand je suis un peu ravi, le mot ravi, c'est le ravissement. Oui, c'est le ravissement. Ça, on revient à cette notion un peu de félicité. Oui. C'est je suis quelqu'un de très benoît aussi. Et c'est un peu comme ça, là, pour l'instant. Je suis un peu... Benoît. J'ai un peu les yeux là-haut, encore. C'est bien. Chaque soir, cet homme parlerait à la lune. Chaque soir, il la contemplerait comme un amoureux. La lune serait le visage. Pas le visage de Dieu, mais tous les visages en un seul. Certains soirs, la lune lui sourirait. Dites-moi, vous êtes venu avec votre robe Oui. de travail. C'est un objet qui est très personnel, C'est quoi? que je n'ai pas le droit de porter en dehors d'un tribunal. J'ai le droit de la tenir, j'ai le droit de la voir, mais je n'ai pas le droit de la porter. Vous n'avez pas le droit de la porter Non, en dehors d'un tribunal. exactement. Donc vous êtes venu ici avec une chose que vous n'avez pas le droit Je de n'ai pas le droit porter. de la mettre sur le dos Oui. et de la porter, puisque je ne suis pas dans l'enceinte d'un tribunal. Donc vous allez l'emmener? Oui. Vous l'allez mettre comment, en cape Non, je vais la garder près de moi. Et c'est un objet qui a une signification très très personnelle, puisque c'est un cadeau. Elle a été très fière lorsqu'elle m'a vu pour la première fois en robe, et je suis content qu'elle ait pu le voir avant de partir. Donc vous venez aujourd'hui pour elle? Oui, indirectement. Vous ne montez pas tout seul, là. Vous montez Non. accompagné Ouais. avec elle. Ouais. Et je l'ai toujours avec moi. C'est voilà. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a là. beaucoup d'émotions, oui, dans cette robe. Et à chaque fois que je la mets, je repense à cette petite inscription qu'il y a dans la robe, qui est écrite. Vous pouvez voir ici. Je vous laisse lire. Allez-y, allez-y. Ok, stop. Voilà. J'ai plutôt le vertige, alors je sais pas si je vais aller très haut. J'ai des rêves également, comme ça, de temps en temps, où je vole au-dessus de la forêt. C'est des super rêves. Peut-être même jamais en sortir, mais c'est pas possible.
Elle parlerait de son manque d'assurance, de ses vertiges, de ce désir constant et douloureux de s'émanciper, de regarder sa maison d'un peu plus haut. Elle parlerait de son désir immense de voler au-dessus de la forêt et de ne plus revenir. Parce qu'il y a un mur ici. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, oui, C'est comme un mur. oui. Vous voyez où il va? Jusqu'en haut. Vers le ciel. Oui, c'est un mur. Mhm. La séparation. Couper les gens, les uns des autres. Faire des oppositions, des conflits. Empêcher les gens de vivre normalement. Alors, pour moi, ce sont des câbles. Est-ce qu'ils sont électriques? Elle trouverait le décor d'une grande laideur. Il lui rappellerait des histoires tristes de murs. Le mur de Berlin qu'elle n'arrive toujours pas à franchir dans ses cauchemars. Depuis tant d'années, elle serait angoissée, accumulant une longue liste de plaintes contre le monde. Mais elle n'aurait pas de solution. Elle parlerait d'enfants que l'on n'aime pas. Elle se mettrait à pleurer. Je ne saurais pas si elle pleure sur elle ou sur l'enfant devant le mur quand toutes les promesses ont été trahies. Elle lâcherait son sac dans le vide. J'aimerais son corps, petit, compact, et sa jupe noire. D'accord. Il y a le monde avec des moyens, avec du gaspillage alimentaire, avec le monde, on va dire, du... Il y a nous. En fait, vous parlez de nous, là. Je parle de nous. D'accord. Et il y a les pays qui ont beaucoup moins de ressources et qui pourraient profiter d'un tas de choses que nous, on jette à la poubelle. Franchement, vous croyez vraiment qu'ils ont moins de ressources ou c'est simplement parce qu'on les pille? On rase les forêts du Congo, on rase les forêts d'Amazonie, tout ça pour produire de l'huile de palme qu'on met dans nos shampoings, par exemple. Oui, mais ça veut dire... c'est du pillage, en oui, mais effet. alors, j'essaye juste de comprendre les contradictions. Parce que vous dites, on rase, mais en fait, c'est les entreprises. Et votre idée, c'est demander aux entreprises de faire du travail humanitaire alors qu'ils rasent. Oui, mais c'est pas les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'il y a les décideurs et il y a les employés. L'idée, ce serait d'obliger les employeurs à construire ce plan à l'intérieur de leur fonctionnement dans les entreprises, par exemple. Et on les oblige comment? À travers un plan social établi. C'est quoi au niveau national, au niveau national ou international. Il parlerait de son ancien métier, guide de combat en technologie informatique sur territoire de guerre. Il préciserait très vite avoir perdu ses 2 meilleurs amis, morts au combat. Il semblerait indifférent. Au moment de poser les pieds à terre, il ploierait ses jambes et se laisserait tomber. La machine tenterait alors vainement de ralentir, mais un léger impact resterait visible au moment du contact avec le sol. Je ne saurais pas comment réagir, ni comment interrompre cet homme qui joue à la mort. J'aurais tout à coup une peur immense, mais j'attendrai, patiemment, que la simulation prenne fin. Pour changer le monde, il faut obliger les êtres humains à apprécier la beauté. Et pour faire ça, je les obligerai, de par la loi, à cultiver au moins une fleur dans leur propre maison. En fait, pour vous, il manque de la beauté.
Il devrait apprécier la beauté. Il l'apprécie pas. Pas vraiment. C'est très important d'avoir une fleur à la maison. S'il est vivant, c'est encore mieux. Ah, si la fleur est vivante, c'est encore mieux. Et pour ceux qui n'arrivent pas, qui n'ont pas la main verte, ceux qui n'arrivent pas à cultiver? Ils ne sont pas obligés à mettre une fleur vivante. Ils pourraient mettre un fleur qui n'est pas vivant. Donc il y a des fleurs vivantes et des fleurs mortes? Oui, les fleurs sèches. Oui, elles sont mortes. Et moi, une fleur... Donc la beauté, c'est dans la vie et dans la mort? Ben, oui. Ils étaient venus avec une idée pour changer le monde. Mais dans la serre, j'avais recueilli des plaintes, des angoisses, des doutes, de la mort. J'avais recueilli de la solitude et de la peur des autres, comme autant de gouttes dans un ciel de pluie. Pourtant, sur la machine, certains avaient rêvé. Alors je me suis assise et j'ai écrit un conte, car les contes sont toujours vrais. Et puis j'avais très envie de les revoir, juste pour une nuit, pour tourner ensemble une histoire de mort, de rêve et de vie. Certains seraient alors revenus. Voici l'histoire. Les hommes seraient arrivés à leur fin. Ils auraient tué la planète. Il n'y aurait pas de scène de pillage ni de suicide, pas de vaisseau venant sauver le monde et plus d'arche de Noé. Ce serait simplement la fin du monde. Protégé par des murs et un mirador, le beau musée serait le dernier refuge. Mais nous savons tous que dans les contes, rien ne se passe jamais comme prévu. Dans le refuge, les survivants avaleraient des tranquillisants, boiraient de l'eau bleue comme de l'encre. Mais la peur du dehors serait toujours là. S'ajouteraient aussi les peurs du quotidien, que la verrière ne soit pas assez résistante, que les murs laissent passer de l'air non filtré. Les morts, ils sont passés par mon corps. Il y aurait surtout cette culpabilité, à ressasser que tout ça n'était pas forcément que la faute des autres. Heureusement, un homme charismatique et sectaire veillerait sur eux. Tu l'as vu? Il nous nargue, arrête d'angoisser tout le monde. Le bâtiment est scellé comme un tombeau.
Personne ne rentre ou sort du refuge. Elle, c'est mon héroïne, Tara. Elle ne supporterait plus le refuge et la survie à coups d'exercice de bonheur. Elle n'en pourrait plus de l'homme charismatique et de son autorité manipulatrice et insistante. Elle s'entraînerait chaque jour pour préparer sa fuite, et ceci malgré les menaces, la surveillance des drones et du Mirador. Elle ne voudrait plus qu'une seule chose, sentir l'air extérieur sur son corps et voir la lumière une dernière fois. Elle voudrait savoir si les deux mains apparues sur les vitres extérieures de la verrière sud seraient bien réelles. Übung 3. Wir sind liebig, wir haben keine Angst, wir atmen. Die muss wiederholen. Es muss wiederholt gehen. Wiederholung bekämpft Angst. Wiederholt. Ist sie friedlich und selbstbewusst. Je suis calme et sûr de moi. Ich urteile nicht und ich urteile nicht über andere. Je ne juge pas et je ne juge pas les autres. Ich bin ich. Je suis moi. Wir sind nicht unsicher. Wir haben klare Antworten. Wir sind an nicht mit dieser Welt. Wir sind nicht gefangen. Wir verspüren keinen Mangel. Wiederholt. Wir verspüren keinen Mangel. Wir haben alles, was wir brauchen, für gemütlich zu leben. Wir sind am Frieden mit uns, weil Probleme uns nicht erreichen. On arrête tout. On recommence, c'est trop réel. Revenons aux contes. Les contes doivent être faux. À ce moment précis, devraient apparaître 2 extraterrestres anthropologues en mission d'études sur Terre pour comprendre nos mécanismes avancés de destruction massive.
sous le choc de leur apparition, les survivants commenceraient à témoigner. Ils raconteraient l'effondrement et l'arrivée de la maladie. Alors, l'homme charismatique se mettrait à hurler, voyant dans ces témoignages la remise en cause absolue de son pouvoir et le début du chaos. Moi, je voulais qu'on empêche les mauvais de perturber la vie des bons. Si vous voyez, je voulais qu'on prenne les mauvais, qu'on les mette dans un quartier et qu'on mette les bons dans un autre quartier. Vous comprenez? Si on met tous les pervers dans un même quartier, quand un pervers fait du mal à un pervers, c'est pas du mal. Vous comprenez? Oui, on a séparé les quartiers. D'un côté les quartiers des bons et d'un côté les quartiers des mauvais. Vous comprenez? Ceux qui aiment voir souffrir les autres, les pervers, les vénaux, les diaboliques, les pédophiles, les homosexuels, les arabes, les juifs, les roms, tous ceux qui ne comprennent pas nos valeurs, les pauvres, ceux qui n'aiment pas leurs origines, ceux qui n'aiment pas leur corps, ceux qui n'aiment pas le fait d'être venus au monde, et les gens aigris, les jaloux, vous comprenez? On avait le privilège de mettre des enfants au monde, mais on fonctionnait avec toutes ces vieilles règles ancestrales, des règles qui puaient la domination. Vous comprenez? Personne n'était heureux, rien que des visages lisses, plus que ça. Je me rappelle que des scientifiques avaient enfermé un enfant de 6 ans dans un conteneur rempli d'appareils numériques, avec juste son avatar comme seul contact humain. Après un moment, il est redevenu sauvage. C'était là que les gens ont commencé à retourner dans la forêt, là où on pouvait encore sentir des odeurs. Mais c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. On n'avait pas la volonté de changer quoi que ce soit. Et c'est là que la maladie est arrivée. On a construit des murs partout. On nous a élevés pour exploiter et liquider ce monde. On a fait beaucoup d'argent. Moi, j'avais proposé d'arrêter tous les écrans, d'interdire les chansons, les radios, de fermer les musées, les salles de spectacle, les bibliothèques. On aurait édité des journaux vides. Le foot aussi, on aurait interdit le foot. Plus de foule dans les stades. On aurait créé le manque, on aurait senti le manque en nous. On aurait dû imposer le manque comme programme politique, ou les enseigner l'empathie internationale économique. Un sacré mensonge. La maladie a éclaté parce qu'on n'arrivait plus à pardonner. On a commencé par liquider tous ceux qui étaient différents. Il y a eu des attentats terribles, des pogroms, des exécutions, des décapitations, des mains coupées, des corps qui brûlent, des lapidations, des yeux glacés, une corruption ordinaire, des surveillances planétaires. On se surveillait soi-même.
des écrans, des miroirs. Puis on s'est attaqué au rire. La musique, la poésie, le plaisir. L'art est tombé sous le coup de la loi, l'éthique de la responsabilité. Plus personne n'osait bouger. L'autocensure se répandait comme de l'huile sur une table. Rire est devenu interdit. Tara va sortir. Là, je me dois de rester silencieuse, si je veux qu'enfin quelque chose advienne. Je veux que Tara m'étonne. J'ai besoin d'elle. J'ai besoin de sa révolte. Je n'ai rien à lui dire. Je suis avec elle.
Tara me bouleverse à apprendre à sourire. Et Sean s'endort sans que son visage ne me parle de peur. Alors j'ouvre les yeux et je nous regarde.